Bonjour à tous, dans l'actualité de ce lundi, 13h. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier, après un séjour en France puis en Corée, où il a pris part au premier sommet Corée-Afrique. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État est revenu sur son séjour au pays du matin frais. L'accréditation comme moyen pour autonomiser demain et façonner l'avenir, le thème de la journée internationale de l'accréditation célébrée ce 9 juin. Dans le message du gouvernement, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé l'importance de l'accréditation comme levier stratégique pour le développement économique futur des nations. Vous allez l'entendre. Et puis en France, le leader d'extrême droite, Jordan Bardella, sera le candidat de son parti, le Rassemblement national, pour le poste de Premier ministre du pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le vice-président du parti, Sébastien Chenu. Bienvenue à vous tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche, après un séjour en France, puis en Corée, où il a pris part au premier sommet Corée-Afrique. Il a été accueilli par le vice-président de la République, le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen, Yoon Suk Yeol, et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Sa participation au premier sommet Corée-Afrique et au sommet des affaires Corée-Afrique, ainsi que la signature de 3 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. On écoute le chef de l'État. Je suis heureux d'être de retour à Abidjan après un séjour en France puis en Corée où j'ai pris part à l'invitation du président de la République de Corée, son Excellence M. Yoon, au premier sommet Corée-Afrique. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre directeur de cabinet, de Madame la secrétaire générale de la présidence, des ministres des Finances, de l'économie, du commerce, de l'industrie, du budget, des affaires étrangères, de l'intégration et d'autres personnalités. Je voudrais réitérer mes remerciements au président Yoon Suk Yeol, le président de Corée, au peuple coréen pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je dois dire que c'était un séjour mémorable. Et vous vous souviendrez qu'il y a 10 ans, en 2014, j'avais effectué une visite officielle en Corée et je dois dire que l'accueil était au même niveau, avec beaucoup d'amitié, parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir noué des relations diplomatiques avec la Corée en 1961. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont une place spéciale dans le cœur des Coréens parce que l'Éthiopie, l'empereur Haile Selassie a envoyé des soldats à l'occasion de la guerre de Corée pour soutenir la Corée du Sud. L'entretien bilatéral que j'ai eu avec le président Yoon avant le démarrage du sommet, nous nous sommes félicités des excellentes relations entre nos deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques. Nous avons souligné la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée, c'est quand même assez faible, et d'encourager le secteur privé ivoirien et coréen à nouer des partenariats pour tirer profit des nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, de l'anacarde, du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. J'ai aussi invité le président Yoon à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire, ce qu'il a accepté. S'agissant du sommet lui-même, le sommet Corée-Afrique qui avait pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, et qui a vu la participation de nombreux chefs d'État. Je dois dire plus de 25 chefs d'État et bien évidemment une dizaine de chefs de gouvernement et de ministres. Donc au total, plus de 45 pays étaient représentés. Nous avons au cours de nos travaux appelé au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique
entre la Corée et le continent africain dans tous les domaines. Pour ma part, à l'occasion de ma prise de parole, je me suis félicité du dynamisme de nos relations avec la Corée, avec notamment le lancement de l'initiative pour le développement de l'Afrique en 2006 et plus récemment la mise en œuvre du programme coréen Belt Rice après donc la décision de la Corée de construire la maison du taekwondo en Côte d'Ivoire après ma visite de 2014. J'ai aussi souligné la nécessité d'accroître davantage nos échanges commerciaux avec la Corée, d'étendre le partenariat entre l'Afrique et la Corée dans le domaine de l'intelligence artificielle, de consolider les excellentes relations de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Corée, notamment dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles. J'ai également, le lendemain, pris part à un sommet des hommes d'affaires Afrique-Corée, qui a été l'occasion de présenter au secteur privé coréen l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, tout comme la bonne tenue d'ensemble de nos économies malgré les difficultés ici et là, les perspectives de croissance ainsi que les importants efforts en matière de gouvernance économique, de mise en place d'un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Nous avons les responsables du secteur privé, le président du patronat, M. Ahmed Cissé, et le président de la Chambre de commerce, M. Touré, ont participé donc avec de fortes délégations à ce sommet des hommes d'affaires. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays les mieux classés sur le continent. Nous sommes parmi les 10 premières économies du continent africain. Ceci intéresse beaucoup les Coréens qui voient là un pôle de croissance. J'ai donc encouragé les entreprises coréennes à investir dans notre pays où elles bénéficieront non seulement de sécurité, aussi bien la sécurité des biens et des personnes, mais également elles bénéficieront d'infrastructures de qualité et d'un vaste marché de consommation qui comprend les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire plus de 140 millions de consommateurs. Évidemment, tout le monde sait que l'environnement des affaires est particulièrement attractif en Côte d'Ivoire et que le climat socio-politique est stable et apaisé. Alors, durant mon séjour en Corée, j'ai également échangé avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, sur la situation en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les perspectives de coopération entre la Fondation Ban Ki-moon et notre pays. C'était donc un moment important, avec beaucoup d'émotion. Je lui ai à nouveau rendu un vibrant hommage pour son importante contribution au retour de la paix dans notre pays. J'ai également eu un entretien avec le président de la Banque Import-Export de Corée sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière, notamment dans le domaine du financement des projets. Je dois terminer en remerciant à nouveau les autorités de Corée, à commencer par le président Yoon, pour l'hospitalité du peuple coréen. Et je dois dire que ce premier sommet Corée-Afrique a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour notre pays. Il a par la même occasion signé des accords de coopération avec la République de Corée, un sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de service, un deuxième accord cadre relatif au Fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028, signé par Madame la ministre Kaba Nyale pour un montant d'1 milliard de dollars,
et l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Voilà le chef de l'État Alassane Ouattara de retour de Séoul en Corée du Sud. Une feuille de route pour la mise en œuvre de l'économie bleue, élaborée par les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, elle a été présentée lors d'un atelier jeudi dernier. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, s'imprègne des grandes lignes. C'est ce que nous apprend David Soyo. Établissement d'un cadre de gouvernance de l'économie bleue, mobilisation de ressources et de partenariats stratégiques en Côte d'Ivoire. Quelques dispositions des 7 priorités de la feuille de route élaborée par la FAO pour le développement et la mise en œuvre de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. L'idée, optimiser toutes les activités économiques qui se déroulent sur l'espace aquatique, entre autres pêche et transport maritime. La transition vers l'économie bleue ne se fera pas sans défi. Elle exige une gouvernance efficace, une coopération intersectorielle renforcée entre les parties prenantes et des politiques publiques intégrées et cohérentes. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, cette étude va accélérer l'opérationnalisation de l'économie bleue et surtout va permettre d'explorer les multiples avantages de ce secteur en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire en général et le ministère des Ressources animales et halieutiques en particulier identifient l'économie bleue comme une réponse à la crise de l'emploi des jeunes diplômés, à la vulnérabilité des communautés côtières et à la transformation de notre économie nationale. En collaboration avec la FAO, le ministère des Ressources animales et halieutiques a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement le financement du projet de préparation pour le financement des activités de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire dénommé PPF Économie bleue. La feuille de route élaborée et proposée par les experts de la FAO au ministre des Ressources animales et halieutiques est validée. La prochaine étape va être consacrée aux modalités de mise en œuvre de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Je le disais en titre, l'accréditation comme moyen pour autonomiser demain et façonner l'avenir. Le thème de la journée internationale de l'accréditation célébrée ce 9 juin. Dans le message du gouvernement, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé l'importance de l'accréditation comme levier stratégique pour le développement économique futur des nations. On voit cela avec l'enseigné Bakayoko. L'accréditation, c'est le levier stratégique que le gouvernement de Côte d'Ivoire entend actionner pour atteindre ses objectifs de développement économique et industriel. Dans un monde en perpétuelle évolution, marqué par des avancées technologiques rapides, des changements dans le comportement des consommateurs et des incertitudes économiques, l'accréditation assure une confiance essentielle dans les nouvelles technologies, la numérisation et les revendications de durabilité. Il s'agit de créer les conditions favorables à une croissance inclusive et durable, tout en respectant les exigences environnementales. L'assurance apportée par l'accréditation est également essentielle pour l'intégration des technologies de la 4e révolution industrielle, telles que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. En adoptant ces technologies de manière responsable et éthique, les entreprises peuvent innover et se développer tout en garantissant la sécurité et la protection des données. Avec l'opérationnalisation du système ouest-africain d'accréditation SOAC, la Côte d'Ivoire a non seulement renforcé son infrastructure nationale de la qualité, mais également fortement amélioré la compétitivité des entreprises locales sur le marché international. Je voudrais inviter tous les organismes d'évaluation de la conformité à s'engager dans les démarches d'accréditation auprès du SOAC en vue de rendre fiables les différentes prestations et services. Le gouvernement ivoirien continuera à œuvrer pour assurer le développement des activités d'accréditation dans notre pays afin de créer les conditions de la fiabilité des prestations et services fournis par les organismes d'évaluation de la conformité aux acteurs économiques et aux consommateurs. Depuis sa création, la SOAC a enregistré d'importants résultats, dont l'accréditation de plus de 39 laboratoires et le renforcement des capacités de plus de 700 experts sur diverses thématiques relatives à l'accréditation. Parmi ces 39 laboratoires, 20 sont ivoiriens.
D'une journée à une autre, rendons-nous à Tanda pour la célébration de la journée mondiale des abeilles. Elle est organisée par l'Union nationale des sociétés coopératives d'apiculteurs de Côte d'Ivoire et l'ONG Eau et Miel Côte d'Ivoire. Les messages véhiculés visent à inciter les jeunes à devenir apiculteurs et à protéger l'abeille pour préserver la biodiversité. Herman Niamia. Du miel et du savon fait à base de miel ainsi que d'autres produits dérivés exposés à cette cérémonie. L'ONG Eau et Miel et l'Union nationale des sociétés coopératives d'apiculteurs de Côte d'Ivoire célèbrent la journée mondiale des abeilles, une journée initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, célébrée tous les 20 mai. La première édition de son histoire en Côte d'Ivoire, et c'est un honneur d'être les premiers à célébrer cet insecte qui est un élément fondamental dans la reproduction de la nature, dans le succès de l'être humain lui-même dans toute sa vie. Si la journée mondiale des abeilles a été créée selon les initiateurs de cette cérémonie, ce n'est pas tellement pour mettre l'abeille à l'honneur et lui rendre hommage, mais c'est plutôt pour la préserver des dangers qui la guettent et qui mettent en péril sa vie et la survie de son espèce. 75% des cultures qui représentent à elles seules 90% des productions alimentaires mondiales dépendent de la pollinisation qui est initiée par l'abeille. L'abeille est un insecte pollinisateur qui joue un rôle déterminant dans la préservation de la nature, de la biodiversité et bien sûr de l'équilibre écologique de notre planète. Par conséquent, cette journée se veut une action de sensibilisation et de mobilisation de tous les responsables concernés par le problème du déclin des abeilles. L'une des raisons de la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire, c'est d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'élevage de l'abeille qui, selon les apiculteurs, nourrit son homme. Dans le domaine de la sécurité routière, un nouveau logiciel vient de voir le jour. Apollo, c'est son nom. C'est un logiciel de gestion de flotte de véhicules. Il a été conçu grâce à un partenariat entre une structure dans le domaine de la technologie et Kipus Afrique, la structure opérationnelle du Centre de gestion intégrée du ministère des Transports. Konaté Moussa. C'est une innovation dans le domaine de la sécurité routière. Apollo, un logiciel multifonction favorisant une gestion efficace de la flotte de véhicules, une maintenance automatisée des voitures, un checking des engins via application mobile. L'outil est présenté aux entreprises et aux acteurs du transport. Ce qui concerne la prévention, ce qui concerne la gestion, même ce qui concerne même nos auxiliaires du transport, ce qu'on appelle nos mécaniciens, nos garagistes, tout se regroupe sur une même plateforme. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera un outil d'accélération du développement. C'est un outil de prévention des vies humaines. Ça vient combler des vides, des imperfections qui existent encore dans l'exploitation. Et donc c'est pourquoi nous accueillons à bras ouverts les propositions, les solutions qui ont été proposées donc, dans le cadre de ce petit déjeuner débat. Ça va nous permettre aujourd'hui de faire un pas vers la professionnalisation. Le nouveau logiciel est conçu grâce à un partenariat entre le Centre de gestion intégré et une entreprise du domaine de la technologie. Aujourd'hui, c'est une première étape, c'est-à-dire c'est le fait de pouvoir indiquer et témoigner que cet outil va permettre d'améliorer la sécurité routière par un meilleur traitement, une meilleure gestion de la maintenance de flotte. L'objectif, c'est l'amélioration de la sécurité routière. Vous savez que dans les accidents, il y a le facteur humain, mais il y a également le véhicule, l'entretien du véhicule. Et toutes ces solutions permettent d'améliorer efficacement le suivi de ces véhicules-là sur les aspects pneumatiques, sur les aspects moteurs et bien évidemment avec un gain financier pour ces entreprises. Les deux partenaires prévoient d'intégrer le nouveau logiciel au CGI Digital, la plateforme de dématérialisation des procédures de transport du Centre de gestion intégré. Sur le terrain, c'est la sensibilisation des usagers d'engins à 2 et 3 roues, motorisés et non motorisés. La semaine de la sécurité routière leur est consacrée. Notre reporter Sam Conan à San Pedro nous apprend que la sensibilisation se poursuit, non sans la répression. Regardons.
Sécurité des usagers des 2 et 3 roues motorisées et non motorisées dans la circulation. C'est le thème de la 17e semaine de la sécurité routière. Un thème qui va permettre de sauver des vies humaines dans la commune de San Pedro. Pour le constat que nous avons fait, pour les cas d'accident que nous notons, pour beaucoup de situations, beaucoup de ces cas-là, ce sont des usagers d'engins à 2 et 3 roues qui sont impliqués. Généralement, quand ces personnes sont impliquées, l'accident est beaucoup plus grave, puisque pour beaucoup, ils montent sur ces engins sans protection adéquate. À San Pedro, la sécurité des usagers des engins à 2 et 3 roues reste une préoccupation. C'est pourquoi la direction régionale des transports et ses partenaires poursuivent la sensibilisation des usagers de la route à chaque semaine de la sécurité routière. Le Haut Conseil continue à sensibiliser les engins à 2 roues. Les feux tricolores ne sont pas mis pour maquiller la route. Les engins à 2 roues, nos conducteurs doivent respecter les feux tricolores. Ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour toute la population. Allons-y doucement, la vitesse aussi tue. Parmi ceux qui respectent les feux tricolores, les engins de 2 à 3 roues. On a l'impression que les feux tricolores, ce n'est pas fait pour eux. Même le piéton respecte les feux tricolores. Mais pourquoi les engins motorisés, vous ne respectez pas les feux tricolores? C'est grave, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'accidents. Mais lorsqu'on va commencer la vidéo-verbalisation, ne soyez pas surpris. Nous sommes beaucoup accentués sur les 2-3 roues à cause de la fête de Tabaski qui approche. Sachez que pendant ces fêtes, malheureusement, nous dénombrons beaucoup d'accidents de 2-3 roues. En attendant que les usagers des engins à 2 et 3 roues ne comprennent la nécessité de la sensibilisation au respect du code de la route, gendarmes et policiers poursuivent la répression en délivrant des contraventions. C'est aussi un accident différent de l'accident de la circulation, mais il représente l'une des principales causes de décès et d'hospitalisation, l'accident vasculaire cérébral, ses causes et conséquences dévoilées aux populations dans la commune de Port-Bouët. Une séance de dépistage gratuit s'en est suivie. L'initiative est de l'ONG Stop Stroke, soutenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Autre volet de l'actualité, les femmes de la région du Béret célébraient ce 1er juin 2024. C'est le maire de Kounéry qui a réuni ces mamans qui œuvrent pour le développement de la localité. Une cérémonie au cours de laquelle elles ont reçu plusieurs présents. Dans le souci donc de contribuer à leur épanouissement, cette association ont reçu leur agrément, acquisition des documents facilités par le maire et le préfet. Regardons. Kounéry, région du Béret, place publique de la ville. C'est ici que les femmes de la localité se sont retrouvées ce samedi 1er juin 2024 sur invitation du maire. Une célébration en leur faveur pour afficher le soutien des autorités. Pour donner toujours la paix aux populations, le vivre ensemble, la cohésion sociale, c'est le symbolique qu'on vient de marquer tout à l'heure. Nous sommes à la disposition de la population en tant qu'élus. Donc on doit travailler de concert pour le bien-être de nos populations. Un appui traduit en actes par la remise de présents à plus de 300 femmes ayant effectué le déplacement. Autre fait marquant, la remise d'agréments à 7 associations. Nous nous regroupions pour former un groupe de femmes pour pouvoir faire le commerce. Chacun se débrouille et après, nous nous rassemblons pour faire le point. On fait les champs des maniocs ensemble. Maïs, igname, aubergines, gombo, tomates, pour aider les autres audits pour sortir de la pauvreté. Les femmes, actrices du développement de la région, sont exhortées à se constituer en association pour bénéficier des aides de la municipalité. Les cultures vivrières qui étaient ici sont vendues pêle-mêle. Donc aujourd'hui, nous voulons organiser les femmes à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour un meilleur devenir et un bon cadre de vie. Ça aussi, ça va participer à la cohésion, à l'entente et à faire régner la paix dans notre belle cité. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette fête en l'honneur des femmes du Béret. Prenons tout de suite la direction de Médine, en Arabie Saoudite, où 7000 pèlerins ivoiriens prennent part au pèlerinage pour le compte de l'État. Le commissariat au Hajj a mis un dispositif en place pour un séjour agréable, de l'infirmerie à la sécurité des bagages, en passant par la restauration. Rien n'a été négligé, nous dit Issa Tionayeo, notre envoyé spécial. Les pèlerins ivoiriens ont des raisons d'être heureux.
Un hôtel flambant neuf est sorti des terres depuis l'année dernière avec toutes les commodités de logement à la Mecque. Ici, sur ce palier, se trouve l'infirmerie. Les pèlerins sont traités avec attention. On a 2 salles, une grande salle de mise en observation pour les femmes, une grande salle aussi de mise en observation pour les hommes. Et nous avons 3 grandes salles d'attente où on prend les constantes, c'est-à-dire la température, la tension, etc. Et on contrôle les carnets le temps que le pèlerin soit vu par le médecin. Les pèlerins ivoiriens sont vraiment dans des meilleures, je dirais même très bonnes conditions, parce que quand nous venons au pèlerinage dans les années passées, ce qui était relaté par nos anciens, mais on a l'impression même d'être chez nous à la maison. Vous êtes malade, vous vous retrouvez à l'hôpital en un clin d'œil. Cette infirmerie comprend des médecins généralistes et des spécialistes. Nous recevons nos pèlerins ici à l'infirmerie tous les jours, 24 heures sur 24. Les conditions de travail vraiment se sont améliorées. Nous avons un grand nombre de lits cette année. Nous sommes très heureux de travailler dans ces conditions. Dans notre stratégie de travail, on doit avoir en principe tous nos diabétiques. Et lorsque nous les voyons, nous devons d'abord faire une glycémie. Et il arrive qu'avec le stress du voyage, avec l'alimentation qu'on a ici depuis Médine jusqu'à la Mecque, nos patients diabétiques, souvent, ils ont du mal à pouvoir s'alimenter correctement. Et lorsqu'il y a des déséquilibres, il appartient aux médecins diabétologues de pouvoir équilibrer cette glycémie-là. Rien n'est négligé au commissariat du Hajj pour le confort des pèlerins. La sécurité est de mise pour éviter les pertes des bagages ou tout autre désagrément. Nous habitons un immeuble qui est tout récent, donc nous avons un rôle de sûreté, nous assurer que le bâtiment répond aux normes sécuritaires afin que nos pèlerins soient dans de très bonnes conditions sécuritaires. Au niveau de la restauration, les dispositions sont également prises pour la nourriture des pèlerins. 5 salles à manger sont disponibles, 3 pour les femmes et 2 pour les hommes. La Côte d'Ivoire, c'est un État assez dynamique aujourd'hui. Le président de la République a créé les conditions pour que tous les compartiments au niveau de l'Hajj de Côte d'Ivoire soient pris au sérieux, avec des équipements modernes, avec des conditions vraiment efficaces. Remercier le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère qui organise le Hajj de Côte d'Ivoire. Remercier le commissariat du Hajj, la direction des cultes. C'est tous ces éléments-là qui ont permis de créer des conditions meilleures pour les pèlerins ivoiriens. On le voit, le commissaire au Hajj et son équipe sont à pied d'œuvre pour une réussite du Hajj 2024 en terre sainte. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en République démocratique du Congo, le bilan des victimes s'est élevé à 41 après une attaque perpétrée vendredi par des rebelles islamistes présumés sur des villages de l'Est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée congolaise, portant le nombre total de décès dans la région à plus de 80 depuis mardi. Selon un porte-parole de l'armée, dans la province du Nord Kivu, en RDC, les villages de Massala, Mapasana et Maini ont été attaqués vendredi soir par des membres des forces démocratiques alliées ADF. En France, le leader d'extrême droite, Jordan Bardella, sera le candidat de son parti, le Rassemblement national, pour le poste de Premier ministre du pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le vice-président du parti, Sébastien Chenu. Jordan Bardella a été élu député européen, donc il a déjà l'onction populaire et c'est notre candidat pour aller à Matignon, nom de la résidence officielle du Premier ministre, a-t-il déclaré sur RTL au lendemain de l'annonce de la convocation de législatives anticipées. Et puis en Iran, 6 candidats, la plupart conservateurs, ont été autorisés hier à concourir à l'élection présidentielle du 28 juin, destinée à remplacer Ibrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère en mai. Cette liste inclut un candidat réformateur et un seul religieux, mais ne comprend aucune femme. 5 des 8 présidents depuis la fondation de la République islamique en 1979 étaient des membres du clergé chiite.
Les 6 candidats ont été sélectionnés par le Conseil des gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs et chargé de superviser le processus électoral. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle journée à vous.